La sculpture dans la société. La plus ancienne sculpture jamais trouvée remonte à environ 35 à 40 000 ans. La datation est autant plus signifiante qu'elle correspond exactement à l'époque où est apparu Cro-Magnon ou l'être humain moderne. Ce qui voudrait dire que ces premiers chasseurs-cueilleurs nomades, qui n'ont certainement pu endurer leur environnement inhospitalier que parce qu'ils fonctionnaient comme une tutte sociale, ont trouvé très tôt de leur évolution un sens à la sculpture malgré la vigueur de leur vie. Ce n'est peut-être pas si étonnant que ça, puisqu'en termes de l'anatomie, ils étaient les mêmes que nous aujourd'hui, et il est possible qu'ils aient, eux, la même capacité cérébrale et cognitive que nous, et qu'ils auraient donc eu autant besoin de la sculpture que nous. Bien sûr, ils dansaient, chantaient, peignaient, et ça racontait des histoires, mais tout ceci a disparu, contrairement à la sculpture qui est faite dans un matériau plus robuste. Comme ces gens vivaient et travaillaient ensemble et représentaient les mêmes traits que d'autres sociétés, cherchant en commun comment trouver la nourriture, se protéger, rester au chaud. Or, pour répondre à ces questions, il fallait qu'ils cherchent des explications aux phénomènes de la nature et la nature de leur propre existence. Ils avaient évidemment moins de science, donc moins de connaissances que nous sur les conditions de l'existence humaine, mais dans la limite de leur savoir, ils ont dû, comme nous, s'en remettre à leurs croyances, ce qui donne à la sculpture et à la culture en général une fonction tellement intrinsèque et essentielle au être humain qu'elle doit être envisagée comme un besoin fondamental. La culture a été décrite comme quelque chose qui dépasse les besoins élémentaires de survie, mais même de nombreux animaux ne peuvent survivre qu'en faisant partie d'un groupe qui fonctionne et s'entraide, d'un autre terme, comme une société. Pour ce faire, un groupe doit avoir des besoins communs et être capable de s'organiser. Et il doit donc avoir développé des moyens pour communiquer les uns avec les autres. Toute communication procède d'un comportement physique. Parler, chanter, tapoter les doigts, téléphoner ou s'afficher, de l'utilisation des matériaux, nourriture utile, abri et possession des choses en général, et de l'occupation de l'espace, branches, favorites, territoires ou appartements. Toutes ces moyens de communication apparemment différents sont des formes de matière, dont les propriétés, caractéristiques et significations sont constamment mesurées et évaluées par tous ceux qui les perçoivent, à la fois consciemment et inconsciemment. Quand j'étais étudiant, j'ai assisté à un cours sur la psychologie de la perception. Et ce fut surprenant d'apprendre comment la couleur relève quasiment autant de la qualité de nos organes de perception que quelque chose de réel. Que l'image du monde qui se forme sur notre rétine est en fait en l'envers et que notre cerveau nous le remet à l'endroit. Que seul le centre de nos yeux voit la couleur, que notre vision périphérique est presque seulement en noir et blanc, mais qu'elle est extrêmement sensible au mouvement. Ce qui fait sens, soit lorsque nous avons à nous déplacer rapidement dans les espaces, soit si quelque chose bouge très vite dans notre champ de vision et qu'il faut réagir aussitôt de manière défensive ou autre. Nous avons aussi appris ce qui était le rapid eye movement, le mouvement oculaire rapide ou les saccades, qui sont le mouvement rapide et inconscient que font nos yeux en une fraction de seconde et qui nous aident à recueillir des informations ou situer ce que nous regardons.
Le conférencier a donné un exemple de ce que nous enregistrons inconsciemment lorsqu'apparaît une personne. À la surprise de tous, la partie du corps que nous scrutons en première, devine laquelle? C'est le genou. Pourquoi le genou? Parce que la priorité de notre système de perception est de nous fournir des données qui nous aident à survivre. Et de regarder le genou nous informe sur leur hauteur et nous donne une première indication de la taille du sujet observé. Il est alors intéressant de savoir combien de genoux a cette personne et surtout dans quelle direction ces genoux se déplacent, répondant à la question « Est-ce que je peux chasser ou est-ce moi qui suis chassé ?» Notre rapport à la matière qui nous entoure n'est jamais tel que nous l'imaginons. Mais la nécessité essentielle pour nous de la lire est la première part dans le processus consistant à glaner les propriétés de celle-ci autour de nous, afin d'agir dans la bonne direction. Cette évaluation de la matière, y compris de nous-mêmes et des choses que nous faisons, est la base de tous les jugements esthétiques. Ce n'est pas un luxe ou quelque chose de superflu, cela remplit un besoin biologique fondamental. Nous avons une idée extrêmement limitée de la réalité. Toutes nos interprétations ne sont donc de toute façon que le produit de notre savoir incomplet et de notre imagination. Et ce sont là, dans une certaine mesure, le produit culturel de la société dans laquelle nous vivons. Les sculptures sont vraiment faites à des fins utilitaires. Ils ne sont pas des utiles. Donc, le fait que la sculpture, qui peut être considérée comme la représentation durable des autres formes artistiques, ait été trouvée en association avec les plus anciennes représentations de notre espèce, signifie que c'est une caractéristique fondamentale des êtres humains, que l'utilisation de matériaux pour exprimer certains aspects de leur existence. Les œuvres d'art sont les témoins directs des intérêts, de la sensibilité esthétique, de la spiritualité et l'identité d'une société. Voir une sculpture taillée à la main qui a survécu 40 000 ans établit un lien atemporel avec un individu qui pensait et ressentait non seulement à une époque différente, mais dans une circonstance complètement différente. Pourtant, dans le passé, beaucoup de sculptures ne relevaient pas de l'imagination d'un seul individu, mais des éléments les plus puissants d'un groupe social. La plupart d'entre elles nous étant restituées sous forme de sculptures en pierre, dont la qualité durable fait souvent fonction de capsules temporelles. Les archéologues et les historiens ont été capables de retracer avec une remarquable précision la succession de civilisations et dynasties qui ont connu l'Europe, l'Asie et les Américains tout au long de 10 000 dernières années. La très grande longévité, la durée et la robustesse des sculptures en pierre et en céramique qui ont survécu donnent l'image que nous avons des anciennes cultures indiennes, persanes, égyptiennes, grecques et romanes, par exemple, impliquent un niveau élevé de compétences techniques, l'accès à des ressources considérables et en particulier le contrôle de la main-d'œuvre. Bien évidemment, tout ceci ne s'appliquait pas à la population en général. Ce que nous voyons exprime donc le pouvoir ou les idéaux de pouvoir officiel et de dirigeants. C'est pourquoi nous parlons à juste titre de civilisation ancienne, parce que ces vestiges sculptés sont les représentants de pouvoir
qui ont déterminé et contrôlé l'organisation civile de ces sociétés. Faire de la sculpture, c'est du travail. Faire de grandes sculptures en pierre, c'est un travail dur. Et ceux qui ont fait les premières sculptures n'étaient pas des hommes libres. En Égypte, il y avait des esclaves et dans beaucoup de cultures qui sont pour nous les exemples de cultures avancées, les hommes qui sculptaient étaient des travailleurs manuels sans solde. Parmi les ouvriers, certains finirent par se spécialiser dans les tâches spécifiques et développer alors les techniques et des compétences pour les mettre en valeur. Ces spécialistes devinrent une catégorie de gens de métier que l'on connaît sous le nom d'artisans. Ces gens prirent alors la responsabilité de former d'autres et d'éduquer invariablement leurs propres progéniteurs afin que ces métiers se transmettent de génération en génération. De nombreuses générations d'artisans ont ainsi réalisé quantité de choses dans les métiers très variés, maisons, tissus, céramique, meubles, armes, livres, peinture et sculpture. Ces membres essentiels et respectés de la société étaient organisés en guildes qui les protégeaient et assuraient un certain niveau de compétence. Ces artisans restaient pour la plupart anonymes, simplement parce que leur réputation dépendait de la qualité de leur vie, la qualité de leur travail et de leurs critères d'excellence, lesquels étaient objectifs et non pas de leur personnalité, leurs idées ou expressions artistiques. La Grèce ancienne fait exception avec la sculpture, les sites Phidias, Scopas et Praxitèle, qui ont bénéficié d'une reconnaissance individuelle pour ce qu'ils ont accompli. Vers la fin de le Moyen Âge, dans la période intense de construction de cathédrales et d'églises, le nom de certains maîtres graveurs de sous-bois, comme Jacques Devers, Georg Sörlin et Tilman Rimscheider, ont été parmi les premiers à passer à la postérité. Mais c'est à la Renaissance que, pour la première fois, des individus connus sont associés à une technique artistique identifiable. Une impression ou une vision qui nous permet de distinguer parmi les différentes formes d'expression des œuvres, par exemple de Donatello, Michel-Ange ou plus tard Bernini, même si toutes les œuvres ont été dictées par les thèmes religieux et contrôlées par l'Église. Durant la Renaissance, l'artiste a commencé à être considéré comme une personne particulière, ayant un don ou une aptitude exceptionnelle, un esprit inspiré avec une vision personnelle, créant pour la première fois le concept d'individu original ou de génie. En général, la sculpture recevait le commande directement du pape ou du clergé, sous des conditions que personne n'aurait pu refuser, ou bien les œuvres étaient le don à l'Église venant de patrons riches et puissants qui entendaient s'assurer ainsi une place au paradis. Cependant, pour la première fois, certains patrons étaient suffisamment riches et puissants et tellement persuadés de leur position sociale qu'ils se mirent à commander des portraits d'eux-mêmes. Au XVe siècle, il était tout à fait courant de se faire immortaliser sous forme de sculpture pour attester de son influence et de son statut. La sculpture incarnait une richesse matérielle élevée et était placée dans le lieu d'importance. La sculpture illustrant des thèmes religieux et représentant des patrons fortunés était ainsi accessible à tous les regards et le message était facilement perceptible par le public. Comme conséquence de la Renaissance, les thèmes des œuvres se sont élargis et ont inclus des références à la culture classique, à la mythologie, la littérature, l'astrologie, la société, la philosophie et les nouvelles découvertes dans la nature.
Cela demandait un niveau élevé de culture et d'éducation de la part des artistes. Et beaucoup d'entre eux versaient dans d'autres disciplines comme l'architecture, l'ingénierie, la littérature et la peinture. Bernini, qui a vécu à travail dans la première partie du XVIIe septembre siècle, et dont les formidables sculptures, pleines d'émotions et de narration dramatique, annonce le début de l'âge baroque. Est un bon exemple de sculpture ayant eu une vision et une habileté inimaginables, mais dont l'activité reposait entièrement sur le soutien et la grâce de ses patrons, l'Église et la monarchie. La sculpture, tout en restant de talentueux ouvriers, était à un certain niveau en contact avec les gens érudits et influents, et il était attendu et même nécessaire pour qu'ils comprennent le motif et le thème, qu'ils soient bien au fait de sujets et discours de leur époque. La sculpture baroque était une démonstration matérielle du pouvoir et de l'énergie qui faisait avancer le monde de la vie humaine. Des vagues d'énergie vibrant traversaient le matériau et se révélaient dans le contraste accentué de l'ombre et de la lumière. Sculpturalement, c'était si spectaculaire que n'importe quel observateur était impressionné, même intimidé par les puissances de forme. Le récit était cependant plus difficile à suivre si l'on ne connaissait pas les références. Et alors que le contenu des œuvres commençait à se diversifier, s'affiner et se sophistiquer, il a fallu expliquer les origines de ces références et la signification d'une œuvre d'art. Cela a donné jour à une nouvelle classe d'académiciens qui, avec ostentation, interprétaient et expliquaient l'œuvre de l'artiste et qui ont essayé jusqu'à aujourd'hui d'influencer la cour, la forme et le contenu de l'art. Du XVIIe au XVIIIe siècle, les exigences de formation et d'éducation des artistes se sont développées au-delà des limites de l'atelier d'artisans dirigé par un maître. Elles sont devenues de plus en plus le réseau d'institutions civiles comme en conséquence de la lumière et de nouvelles académies d'art qui furent alors créées dans plusieurs pays d'Europe. Ces académies devinrent les institutions qui établirent les critères esthétiques de leur époque. Elles agissaient comme une cartel qui protégeait les intérêts de ses membres. Ce faisant, elles étouffaient l'innovation et le progrès en perpétuant l'influence du style baroque jusqu'à ce qu'elles finissent par le dégénérer en rococo. À cette époque, bon nombre de sculptures académiques étaient insipides dans la forme et dans l'expression, et trop de sculptures ont fait de petites œuvres décoratives qui pouvaient être fabriquées en quantité et utilisées comme objets de décoration dans la maison bourgeoise. L'influence de l'Académie sur l'art était très restrictive, spécialement pour les sculpteurs, et donna le jour à un style académique qui essaya d'influencer à des niveaux de succès moindres aussi bien le néoclassicisme du XVIIIe siècle que le romantisme de la première moitié du XIXe. À l'époque des Lumières, les religions est resté un thème en sculpture, mais l'accent se porta davantage sur la nouvelle et monumentale tâche consistant à exprimer la merveille et la crainte de l'existence dans un univers plein de nouvelles théories et idées. Le sens de relations humaines ainsi que l'esprit et la valeur d'une humanité éclairée. Dans une tentative de raviver la forme d'expression et l'esprit de l'âge classique, la quête de motifs et le sujet a alors ramené l'artiste au passé. Le romantisme était une réaction à cette forme de néoclassicisme, exprimait son insatisfaction face à
objectification de la nature aux conséquences d'une société industrielle en plein développement et aux valeurs de la bourgeoisie et de la noblesse. Globalement, c'était une attaque contre les principaux éléments de la société de l'époque. Le principe du romantisme était la liberté d'expression et la liberté spirituelle, la primauté des sentiments en opposition à la pensée rationnelle et la création individuelle. C'est en représentant le thème du romantisme que les sculpteurs sont tombés sur le problème qui allait avoir des conséquences sur le statut et de l'influence des critères académiques et sur les attitudes vis-à-vis de la sculpture. La peinture et la sculpture académique étaient contributaires de l'utilisation de systèmes de symboles et de formes allégoriques qui faisaient office de convention. Il était difficile, inacceptable et de fait presque inconcevable de travailler en dehors de ces conventions. La sculpture était réduite à imiter et n'était jamais l'expression des besoins ou des émotions propres de l'artiste. Une première exception à cela, à la fin du XVIIIe siècle, fut l'œuvre de Xavier Messerschmitt, qui renonça aux normes académiques de la sculpture. Dans ce portrait, elle s'exprime ainsi les réactions et émotions humaines qui ne correspondaient pas aux critères académiques, ce qui lui valut de perdre son emploi à la cour de Vienne et d'être considéré comme fou. Compte tenu du cours de la sculpture était encore tributaire de commandes contrôlées par l'Académie. L'Académie, à leur tour, était tributaire de l'approbation politique et le soutien financier défini en fonction des besoins variables de la société. Après la Révolution française, ce fut la nouvelle société républicaine qui eut le pouvoir de dicter leurs intérêts et idéaux tels que la liberté, le patriotisme, la justice sociale et la prospérité pour l'ensemble de la population. Le nationalisme et le patriotisme étaient le point de ralliement d'une société qui avait été morcelée de bien des façons et celle-ci appelait à la création d'une identité nationale donnant un rôle à la jouer aux artistes et en particulier aux sculptures, dépendant comme toujours des commandants. Il s'agit de représenter les événements épiques d'importance nationale. Et le portrait des héros nationaux est en tout genre, la vie de nouveaux chefs d'État, les généraux ayant combattu au nom de la nation, les découvreurs de nouvelles terres coloniales et les héros de la culture nationale dans le domaine de la littérature, la philosophie et la science. Cette tâche importante n'était pas considérée comme adaptée au débordement de la bohème ou l'expression personnelle. Elle devait être entreprise de manière responsable et, aux yeux des commanditaires, celle-ci ne pouvait une fois de plus être accomplie qu'employant des artistes bien établis dans les propres institutions, les académies. Ceci a conduit à une frustration croissante de nombreux de peintres et sculpteurs travaillant en dehors des académies et déjà en colère contre la sélection des artistes par les académies pour l'exposition au Salon de Paris. Cette colère et cet antagonisme envers l'art sanctionné par les institutions entraînèrent la création d'expositions alternatives, à commencer par le Salon de Refusé en 1863. Le romantisme fut à son apogée dans la première moitié du XIXe siècle. Manifestement, il n'avait aucun besoin d'être approuvé par la masse de la public et fut donc rejeté et réprimé par les académies. Bien qu'il soit souvent tenu responsable du nationalisme radical qui a causé tant de souffrances au XXe siècle, il a laissé une marque indélébile
sur toutes les champs de la vie humaine, spécialement dans les arts, en ce qu'il a fourni la base pour la notion d'expression individuelle qui est devenue l'une des caractéristiques majeures de la modernité. Beaucoup de caractéristiques majeures de notre culture actuelle sont attribuables au romantisme. Le rendu fortement émotionnel de la forme et du contenu, le traitement de côté sombre de notre sensibilité, comme l'angoisse, la crainte, la colère et la haine, l'écoute des sentiments et des instants, l'intérêt pour les choses étranges et exotiques, le discrédit et le refus des règles de leur autorité, mais aussi le scepticisme envers la science et la spéculation intellectuelle, la méfiance envers la religion, le dédain pour la morale hypocrite de la bourgeoisie, pour la poursuite de ses propres aspirations, l'acceptation de la validité de l'interprétation individuelle et le recours de l'imagination dans l'art en opposition au copiage d'un modèle naturel. De fait, il y a eu relativement peu de sculptures pendant la période du romantisme parce qu'il était difficile à cette époque d'imaginer comment utiliser les matériaux de manière aussi affranchie, alors que le thème de forme et même le moyen de faire de la sculpture était dicté par l'académisme. C'est une situation sur laquelle s'est penché Honoré Daumier, qui a fait plusieurs références à la sculpture dans certaines de ses caricatures à cette époque. Le romantisme, cependant, reste une période de la plus haute importance durant laquelle plusieurs grands artistes ont produit certaines des œuvres musicales, artistiques et littéraires les plus fantastiques jamais créées. Né en réaction aux Lumières et immédiatement suivi par le réalisme, il fut un défi pour les raisons et ses mouvements plus raisonnés et intellectuels, qui n'a pas seulement servi de modèle à plusieurs artistes majeurs jusqu'à aujourd'hui, mais qui a servi à définir l'image et l'idéal de l'artiste en tant qu'individu créatif et a eu des ramifications lointaines dans la société encore aujourd'hui. Non-conformiste, anti-autoritaire, non-matérialiste, indulgent envers soi-même, avant-gardiste, agnostique, épris de la liberté, alternative, libre d'esprit et visionnaire sont autant de termes qui peuvent s'appliquer à beaucoup d'individus et groupes tout au long du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une révolution évidente dans le rôle et le statut de sculpteur et artiste en général. Depuis l'antique jusqu'au XIXe siècle, de l'esclave et le travailleur manuel, jusqu'à l'ouvrier spécialiste à l'artisan, pour devenir un artisan respecté avec un rôle important et influent dans la société en accord avec les gens éduqués, raffinés, fortunés et puissants. Après les Lumières et l'American Bill of Civil Rights et la Révolution française, des artistes sont apparus comme des citoyens affranchis à cultiver, ayant le droit d'exprimer leur opinion, et il y avait bon nombre d'opinions qu'ils voulaient exprimer. Le bourgeoisie et les classes dirigeantes qui avaient jadis dicté le goût et tendance culturelle au patronant les œuvres d'art et les artistes qu'ils préféraient, devinrent les cibles des artistes et d'autres ayant des opinions très différentes. Les artistes n'acceptaient que personne d'autre qu'eux-mêmes juge leur travail. Et il a commencé à aller se décevoir qu'une grosse majorité de la société soit ne comprenait pas, soit ne voulait pas comprendre leur travail. Ce qui veut dire que le contenu et la forme de l'art découlaient souvent d'une attaque contre les normes et valeurs esthétiques et morales de la société en général. Ceci devint la mode de compréhension standard du rapport entre l'art et le reste de la société, où les artistes se considéraient
eux-mêmes définitivement comme les outsiders, en marge de la société et s'associaient souvent avec les éléments radicaux, révolutionnaires, voire anarchistes. L'art du passé illustrait souvent le goût, opinion et valeurs suprêmes des classes dirigeantes pour tenter de dicter la croyance de la conduite de la population, moyennement quoi il planait sur les esprits de tous les membres de la société. Les valeurs et croyances, l'ordre social, ont été dans une certaine mesure remis en cause, renversés par le XIXe siècle. Le combat pour un nouvel ordre social avait commencé, beaucoup d'artistes étaient impliqués dans ce processus. Le gouvernement de cette époque, cependant, était nationaliste, autoritaire et répressif. Et la rapide industrialisation de la société et tous ces problèmes sociaux qui vont de pair donner une vaste champ conflictuelle. Les tendances progressistes en politique dans la société et la culture commencèrent à être connues sous le nom d'avant-garde, terme synonyme de mouvements radicaux et novateurs de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Le terme est encore utilisé aujourd'hui, mais son utilisation coïncide souvent et étrangement avec l'ambition de certains groupes d'individus cherchant de rehausser leur propre position et n'a plus la pertinence qu'il a eue pour tous les mouvements artistiques modernes, de l'impressionnisme au pop art. Les sculptures d'Edgar Degas, Auguste Rodin et Madame de Rosso ont été les premières à rompre avec les conventions académiques, avec les sculptures d'Edgar Degas, Auguste Rodin et Madame de Rosso ont été les premières à rompre avec les conventions académiques de la sculpture. Tout était encore figuratif, mais elles ont renoncé à être tributaires à l'anatomie pour favoriser davantage l'expression. Les sculptures de Madame de Rosso étaient relativement petites et les motifs étaient tous improntés au quotidien. Ils n'étaient pas représentés sur un fond épique, mais leur surface finement travaillée donnait l'idée que la manière de voir est quelque chose de subjectif. Ceci est caractéristique de l'impressionnisme de la fin du XIXe siècle et on y sent la position humaine et sociale de Rosso. Il n'a reçu que peu de commandes et en regardant ces sculptures, on prend conscience que son rapport à la sculpture est très intime, introspectif, presque privé. La sculpture de cette époque était bien sûr Rodin, virtuose et dramatique. Il a développé les techniques non traditionnelles, donnant à ses sculptures des poses saisissantes sans passer par le symbolisme allégorique. Néanmoins, son premier succès était énormément dû à des commandes publiques, comme La Porte de l'Enfer, qui fut sa première commande du gouvernement français en 1880, et plusieurs de ses œuvres les plus célèbres, comme Le bourgeois décalé, Balzac et le monument à Victor Hugo, furent commandés à l'origine pour faire partie du programme gouvernemental de sculpture des personnalités françaises majeures dont l'intention de générer des sentiments patriotiques. Cette dépendance de l'approbation officielle et du soutien de l'autorité civile et des institutions, même dans la nouvelle société industrielle de la fin du XIXe siècle, semble souligner le fait que faire de la sculpture est une activité onéreuse. À la différence, beaucoup de peintres, on peut réussir dans la liberté et l'indépendance, ce qui leur permet non seulement de créer de toutes nouvelles manières de peindre, mais de laisser aussi entièrement libre d'esprit et de choix de sujet. Les nouvelles sociétés industrielles ont entraîné
de fortes concentrations de la population dans la ville, de disparités dans la richesse et un prolétariat qui, socialement défavorisé, était automatiquement en opposition avec le pouvoir dirigeant. Cette opposition, que nous connaissons dans une certaine mesure encore aujourd'hui de nos sociétés, et notamment dans les pays industriels émergents, n'est pas une simple opposition politique. C'est une opposition de valeurs et donc une opposition culturelle. En surface, il pourrait sembler que l'opposition à l'ordre social qui est politiquement motivé et le conflit entre les différentes conceptions artistiques ou esthétiques sont semblables, pour ne pas dire identiques. Ils sont souvent concomitants, ils partagent certaines préoccupations, mais l'histoire a souvent montré que le mouvement de masse nécessaire pour influencer le changement politique ne prennent guère en considération les problèmes des artistes individuels, leurs idées et visions. Mais par ailleurs, il y a quantité d'exemples d'artistes dont la conception de la société aurait conduit à la catastrophe. La vraie nature du rapport entre l'art et la société réside dans la carte inconciliable entre d'une partie des besoins de les objectifs d'une société et, d'autre part, les besoins et désirs de n'importe quel individu. De toute évidence, les deux dépendent inextricablement l'un de l'autre, mais en tant qu'individus, nous ne savons même pas ce que notre voisin ressent, pense et veut. Et un mélange de compétition et de coopération garantit que nous essayons de lui faire savoir uniquement ce que nous voulons qu'il sache de nous. La raison de tous les conflits entre les différentes parties d'une société n'est jamais basée seulement sur le présent, c'est toujours sous la forme du futur. L'art n'est pas seulement une tentative d'interpréter et de donner de la valeur à ce qui existait déjà, c'est aussi une tentative de montrer ce qui peut être ou pourrait être différent. C'est pourquoi on ne peut jamais faire confiance aux hommes politiques ni à ceux qui souhaitent profiter de la société pour s'approprier le droit exclusif de définir le contour et le code futur. Bien qu'elle soit souvent présentée comme une dérive involontaire de circonstances, la Première Guerre mondiale était la solution inévitable et peut-être la seule pour les gouvernements d'Europe de résoudre les problèmes insurmontables, selon eux, dans la perspective restreinte associée à la société industrielle, au nationalisme, au colonialisme et aux exigences de la démocratie. La colère et la frustration vis-à-vis des dévastations insensées de la Seconde Guerre mondiale ont conduit à la perte de tout respect vis-à-vis le gouvernement et des classes dirigeantes de cette époque. Et Dada a été la démonstration la plus claire de cette perte de foi. La dernière chose qui intéressait les artistes du mouvement Dada était une approbation et une sanction officielle. L'inhumanité d'une guerre mécanisée dans laquelle les armes produites de façon industrielle et pour cette époque hautement technologique ont joué un rôle majeur pourrait être vu comme un point cumulant de la culture industrielle, au moins jusqu'à la prochaine guerre où pourraient être utilisés des produits nouveaux et encore plus efficaces. Le recours en art à des objets de production industrielle a remis en cause toutes les conventions du passé en sculpture et le système de patronage qui le soutenait. C'était la reconnaissance du fait que ces choses-là avaient de la valeur dans la société moderne et que pour elles, la majorité des gens humains consacraient son temps, son énergie, sa vie. Les objets produits de façon industrielle
se sont glissés entre les êtres humains et la nature. Ils sont devenus l'environnement de millions de gens vivant dans un contexte urbain. Si le langage est basé sur notre expérience du monde matériel, il était inévitable que les produits de l'industrie forment notre langage et nos pensées. On ne pouvait par conséquent s'attendre à ce qu'ils deviennent une centre d'intérêt artistique comme jadis l'avait été la nature. Une voie différente fut empruntée par Constantin Brancusi, dont l'œuvre renonçait radicalement à imiter la nature et intégrait à sa place des formes géométriques, ces formes et surfaces d'artefacts industriels. Et de plus, il n'est pas surprenant que ces formes aient trouvé un écho positif et deviennent des symboles de la modernité aux États-Unis en train de construire un empire industriel. Les objets industriels, l'abstraction géométrique et le constructivisme étaient les réalités de la nouvelle réalité matérielle du XXe siècle et devinrent de nouvelles directions de la sculpture. Pendant ce temps-là, la forme plus traditionnelle de la sculpture, encore rattachée à la représentation figurative, essayait de prendre les aspects adéquats pour exprimer la condition humaine. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu un changement catégorique dans les attitudes des artistes vis-à-vis d'une société élargie. Peut-être parce que la bourgeoisie avait, avec ses valeurs et ses attitudes, classe moyenne, étriquée, avait elle aussi énormément souffert des conséquences de la guerre et que beaucoup de ces principes étaient remis en cause, voire complètement anéantis. Les bourgeoisie n'étaient plus les ennemis du passé et dans les 20 brèves années avant que n'éclate la prochaine guerre mondiale, s'est fait sentir un besoin prononcé de divertissement, d'évasion et même d'une certaine joyeuse frivolité. Les artistes fournirent avec obligeance les images surréelles et absurdes, presque dans le genre de Monty Python, tandis que tous les efforts du gouvernement étaient dirigés vers la création de sociétés industrielles compétitives, en partie totalitaires, dans tous les pays d'Europe, particulièrement en Allemagne, Italie et Russie, ainsi qu'en Japon et aux États-Unis. Paris continuait d'être la capitale culturelle du monde. Et les artistes de tous les pays ont été influencés par les œuvres qui s'y créaient, notamment les Américains qui se sont montrés rapidement les plus enthousiastes à accueillir l'art et la culture. Les sculpteurs de Brancusi, Arp, Jean Arp et Jean Méreau ont eu beaucoup de succès aux États-Unis, tout comme les sculptures de peintres Matisse et Picasso. Des sculpteurs comme Alexander Calder et Isuma Noguchi ont séjourné à travailler à Paris. Duchamp est parti pour New York. Moore et Epstein ont été inspirés par le travail de Brancusi et Picasso. À une époque où le pays du monde s'est dirigé vers une nouvelle guerre, les artistes de ces mêmes différents pays contribuaient à créer de l'art pour surmonter les barrières nationales. La sculpture, qui était globalement encore figurative, est souvent évoquée comme étant abstraite, disons par là qu'elle représentait une figure sans exactement copier l'anatomie. La sculpture, après Brancusi, avait découvert que l'abstraction figurative pourrait être reprise dans un système de symboles sculpturaux pour provoquer les réactions émotionnelles et transmettre les idées. La raison cachée était que la figure humaine est davantage que ce qu'on voit à la surface, que la tradition de la sculpture classique avait conduit dans une impasse pleine d'allégories et de symbolisme poussif, et que la sculpture inventée par les autres cultures
paraissait plus libre, plus puissant. Cela signifie-t-il que ces questions critiques sur la sculpture s'appliquent elles aussi à la société occidentale dans son entier? Le grand public considérait la sculpture comme éclectique et élitiste. Et il allait falloir beaucoup de temps pour le public de l'accepter comme symbole de la modernité. Bon nombre n'allaient d'ailleurs jamais apprendre à l'aimer. Il est inévitable que n'importe quel groupe d'experts travaillant sur des questions spécifiques développe des idées et des genres que d'autres ont du mal à accepter ou à comprendre. Et cela vaut pour d'autres domaines tels que la science et la philosophie. La vision et l'énergie créative des individus seront inévitablement toujours plus rapides que les réactions de la grande majorité. Et vouloir ou attendre un consensus serait un désastre pour l'artiste. La plupart des artistes acceptent de travailler en solitaire. Cette description de job pouvait être acceptée aussi bien du public que les artistes et a donné naissance à la citation de Brecht comme quoi il faut faire du petit cercle de connaisseurs un grand cercle de connaisseurs, car là demande la connaissance. Cette approche semblait raisonnable et donnait à l'observateur la responsabilité de faire davantage d'efforts. Tout allait bien tant que le public n'était pas obligé de devenir un spectateur involontaire ou, pire encore, de payer pour, comme c'est le cas pour beaucoup de sculptures publiques. Je ne vais pas parler des rapports entre la sculpture et la société pendant le Troisième Reich, non parce que ce n'est pas un rapport avec sa cour, mais c'était une répression tellement flagrante et criminelle de la culture que ce ne peut être vu que comme ce qu'il y a de pire. Je veux seulement dire à ceux qui doutent ou ne comprennent pas l'importance de formes artistiques libres et de culture non censurée, regardez ce qui passe dans une société quand les artistes ont l'interdiction d'exercice le travail. Là est une activité humaine rare, une petite partie de la société, mais il agit comme un catalyseur et il a une influence décisive sur le résultat de la réaction. Après la Seconde Guerre mondiale, la sculpture a commencé à se réaliser en tant qu'étude critique et fondamentale de tous les aspects du monde matériel. Pour ce faire, on a dû accepter qu'une évolution esthétique de tous les matériaux et événements soit une nécessité existentielle et une fonction biologique de la vie, et que ces décisions régissent tous les aspects de notre vie, y compris la ligne dans laquelle nous vivons, la nourriture que nous mangeons, les choses que nous nous entourons, le mode de vie, nos amis et partenaires, et même les images et les sculptures que nous aimons. Ce constat ne concernait plus une opinion personnelle sur les œuvres d'art dans un musée, elle touche au plus fond de notre être et était donc d'une immense signification sociale et politique. Il y avait évidemment plusieurs manières très différentes d'utiliser des matériaux en sculpture afin d'en apprécier la qualité. La première était la tradition de modélage détaillé. Un autre consistait à utiliser le matériau pour former la structure et une autre encore était de s'étonner vers les matériaux et les objets quotidiens dont nous nous servons à des fins plus pratiques. D'emblée, ces approches différentes correspondaient à des positions défendues avec fanatisme qui essayaient à tous les niveaux de discréditer le travail des autres appartenances. Dans le précédent cours, j'ai parlé des arguments et critères que ces conflits ont fait intervenir. Aussi destructif ce discours fut-il, cela voudrait dire que rien ne s'est passé sans un degré élevé d'appréciation critique
et qu'il fallait accepter la multiple façon d'aborder le travail de fond qui est de donner valeur et sens aux formes matérielles. Ce combat pour la valeur a surgi simultanément dans plusieurs pays et il n'a pas juré que pour l'art, mais pour tous les aspects de la société. Une des caractéristiques majeures de la sculpture est qu'elle matérialise des sujets et des thèmes. Et il faut dire que plusieurs thèmes importants ont été portés à la vue et à la considération de la société pour le travail des artistes. Parmi les sujets en question, il y avait la nature du genre humain, la relation de l'homme à la nature, l'environnement, leur orientation de la société industrielle capitaliste, la démocratie, la guerre et la paix, la violence et la mort, la naissance et la mort, la sexualité, la tolérance envers la minorité, le droit des femmes, le droit des homosexuels, la production industrielle, l'utilitarisme, le paysage, la qualité matérielle de nos villes, l'identité, la structure de notre société, la nature de nos systèmes sociaux, la nature de notre agriculture et notre sylviculture, la science et la technologie, la mode, la philosophie, la langue, le monde virtuel et le monde d'information et beaucoup d'autres sujets. Pour le dire en deux mots, les thèmes et matériaux sont devenus presque identiques à ceux de la vie réelle, à l'exception que pour les utiliser aux fins soient pris en considération dans le contexte de l'art, il fallait qu'ils soient extraits de leur contexte utilitaire. Jusque dans les années 80, ce thème était le sujet constant des œuvres des artistes et il fournissait quantité d'impulsions à la société, bien souvent en provenance de l'opposition, de l'underground ou des mouvements de protestation. Leur travail a été accueilli par un vaste public curieux et intéressé de voir et de réfléchir sur l'art nouveau. Cela a conduit à la création de nombreuses institutions culturelles, galeries d'art et musées, initialement en Europe et en Amérique, et plus tard dans presque tous les pays du monde. Le succès de l'art dans notre société a fait se développer pendant les années 80 un vaste marché qui, malgré les fluctuations habituelles, a continué à croître à un niveau presque alarmant. Et avec lui, une industrie de la culture employant de nombreuses personnes de par le monde qui est devenue un réel facteur économique. Un art qui a trop souvent tourné autour des produits de l'industrie est menacé de devenir lui-même un denrée de même les artistes ayant profité de fort intérêt porté à leurs œuvres sont surpris à cette évolution. On peut se demander si un certain scepticisme, cela peut continuer à fonctionner comme une influence critique dans la société s'il tombe au niveau d'un signe extérieur de richesse ou d'amusement. Les artistes ont besoin de moyens pour exécuter leur travail. Et le climat actuel a permis à nombre d'entre eux de développer ce qu'ils font. Un artiste sait que l'art n'a d'intérêt qu'il a quelque chose de valable à dire. Même si la situation actuelle attire beaucoup de gens dont l'intérêt ne sont pas tout à fait dans la qualité de l'œuvre. Ce nouveau défi est aussi une lutte pour les valeurs comme l'art l'a toujours été et je fais confiance aux artistes pour trouver la réponse adéquate. La sculpture est à juste titre devenue une influence majeure dans la société. Son envergure et sa profondeur n'ont été que partiellement révélées. Elle a fait partie intégrante de nos vies de 40 000 dernières années, mais je crois que la sculpture et l'art en général joueront un rôle toujours plus important pour nos vies à l'avenir. Merci.